Et bonjour les amis, bonjour à tous. Eh bien, me revoilà. J'ai appris une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Enfin, je vous rassure, c'est pas moi, hein, c'est une personne que je connais, a été en vacances à Djerba, Tunisie, avec ses 2 filles et puis ses filles, bah, ont fait du cheval. Elle les suivait sur une calèche avec un conducteur tranquille et là, il y a une espèce de taré, qui est venu en 4x4 à fond la caisse et qui a éclaté la calèche, quoi. Moralité, bah, mon amie, cette femme, heu, est dans le coma à Djerba, elle est pas transportable parce qu'elle est pas stabilisée. Trop de pression au niveau du cerveau, je le sens. Le conducteur de la calèche, dans le coma également. Donc une histoire de fou, quoi. Heu, donc il m'est venu une idée quand j'ai appris ça. Moi déjà à distance, bah, déjà, oui, là j'ai allumé une bougie, j'ai fait une prière pour elle, vous voyez, pour, essayer de la sortir de ça. Hier son cas s'est aggravé. Donc voilà, je me suis dit: «Il faut absolument faire quelque chose». Voilà. On a vu l'exemple, de ce qu'on a fait ensemble, par rapport à mon traitement, où ça a vraiment très bien fonctionné, hein. On peut se le dire. Moi, je suis maintenant, convaincu, mais à 200, c'est chouette, quoi. Et ce que j'avais pas dit, lors de la vidéo précédente, et qui m'est revenu après, comme chaque fois, c'est que à ma dernière séance de radiothérapie, donc la 35e, il y a 3 personnes qui sont dans la salle pour, fixer les trucs, les machins. Et bah, le dernier jour, il me regarde, puis il est torse nu, hein, et donc là, ici, moi, j'étais, un petit peu, brûlé dans les pliures et ça faisait des croûtes, en plein traitement, c'était un petit peu purulent parfois. Mais encore, moi, c'était extrêmement léger, hein, comparé à d'autres qui ont des peaux de serpent, heu et j'avais remarqué que la dernière semaine, bah, carrément, les croûtes à parté, j'étais en train de guérir, quoi. C'était, alors que tous les jours, des rayons, des rayons, des rayons, c'est un truc de fou. Et donc ils s'en sont aperçus et ils m'ont fait la réflexion, ils me disent: «Mais c'est incroyable, on dirait que vous êtes en train de totalement, vous guérir, quoi. C'est en train de les croûtes s'en vont et tout ça, alors que vous êtes encore en train de vous faire irradier». Bon, j'aurais pas dit que je faisais, que vous faisiez sur moi tout ce que vous faisiez parce qu'après, on rentre dans des conflits, des trucs, sans intérêt. Voilà, eux-mêmes s'en sont aperçus, donc je tenais à vous le dire. Bien, donc alors ce que je propose, vu que pour, couper le feu, heu, aider à cautériser des plaies, vous voyez? À distance, ça a très bien fonctionné. Ce qu'on peut tenter aujourd'hui, c'est d'aider cette femme, c'est d'aider cette femme alors je vous invite à, pour ceux qui le souhaitent évidemment, hein, allumer une bougie, demander à l'univers, enfin tout ce que vous voulez, vous voyez? Pour elle, qu'elle aille mieux, qu'elle guérisse, que la pression dans sa tête diminue, que bon, qu'elle guérisse, bref, voilà, heu, demander à l'univers tout ça. Et à distance, également, faites comme pour moi pour couper le feu. C'est une inflammation, hein, donc parce que couper le feu, ça calme, le feu, une brûlure, mais également, par exemple une tendinite, qui est une inflammation. Où là, c'est carrément il y a une pression terrible dans le crâne, donc on peut dire quelque part que c'est une inflammation. Donc ça mange pas de pain et donc coupez le feu sur elle à distance, s'il vous plaît. Et on fait donc ce test, hein, et faut le faire absolument aujourd'hui, hein, parce que je crois que c'est les premiers jours les plus importants et là on est dedans et pour l'instant le pronostic il est pas bon du tout, quoi. Donc là c'est un peu tout ou rien, quoi, hein. Là ça passe ou ça casse et je vous promets que dès que j'ai des nouvelles, aussitôt je refais une vidéo, je vous dis, voilà. En bien comme en pas bien. Par contre, il faut mettre, un coup maintenant, quoi, aujourd'hui, ce soir, cette nuit. S'il vous plaît, lâchez pas l'affaire et voilà et puis on peut croire à une guérison, à du mieux, bien sûr. Moi, je suis convaincu, quoi. Voilà, pour ça, je fais cette vidéo aujourd'hui. Franchement, j'avais pas envie de faire de vidéo. J'ai plein de trucs à dire en vrai, mais c'est bizarre, j'ai plus envie de m'exprimer comme ça en public, surtout de dire ce que je pense par rapport à certains sujets parce que, bah, tout ce que j'ai vécu, en fin de compte, cette maladie a fait que c'est pas que j'ai perdu confiance en moi, c'est que bah, mon ego, disons, qui s'est vachement, diminué, diminué, diminué et je me dis: «Mais qui suis-je pour pouvoir, comme ça, devant tout le monde, avoir un avis et conseiller des gens par rapport à tel ou tel sujet, quoi?» Par exemple, par rapport à la vie après la mort, comment je peux pas dire aux gens: «Faites ceci, faites cela», quoi. Vous voyez, ça devient de plus en plus difficile pour moi, je me dis: «Mais non, mais» déjà qu'on n'a aucune garantie sur quoi que ce soit, hein, mais j'ai du mal à expliquer, mais qui suis-je? Donc j'ai plus envie, en fin de compte,
de parler de plusieurs sujets, parce que là j'ai fait une liste, je vais parler de plein de trucs qui m'intéressent en ce moment. Et puis soulever des questions, quoi. Vous voyez, là je trouve ça pas normal, c'est pas logique. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? À vous de me donner votre avis, de réfléchir, comme moi j'ai pu réfléchir, et puis de me donner votre conclusion ou votre hypothèse, disons. Voilà. Et comme ça on avance. Mais j'arrête de dire ouais c'est comme ça, c'est comme si. Parce que, à la limite, je peux pas regarder toutes les vidéos que j'ai faites, mais à mon avis j'ai dû dire un paquet de conneries depuis 8 ans. J'ai certainement dit plein de choses vraies, hein, des choses correctes. Tout a été toujours vrai, mais mes conclusions, certainement toujours hâtives, toujours mon caractère, quoi. Parfois, j'ai dû dire quand même des conneries. Donc, je peux dire des bêtises. Voilà. Quelque chose d'important que j'ai oublié quand j'ai fait l'ancienne vidéo. Pardonnez. Bien. Alors, figurez-vous que pendant ces 2 mois de soins, où je suis tombé de plus en plus bas, où je me disais je préfère mourir que continuer, eh bien, parfois, c'est arrivé 2-3 fois. À un moment donné, eh ben, j'ai un pote qui s'appelle Cédric, eh bien, qui a vécu il y a 10 ans un cancer des ganglions. Et lui, eh bien, ça a duré 2 ans. Aujourd'hui, il est guéri. Ça a duré 2 ans de soins. Moi, c'était 2 mois. Et ce qui s'est passé, c'est que le bien et le mal se sont battus ensemble pendant 2 ans. Et le terrain de bataille, ça a été son corps, à lui. C'est complètement délirant jusqu'où ça a été, quoi. À un niveau, si vous lisez ce bouquin, vous allez dire, mais c'est pas possible. Mais comment a-t-il fait pour s'accrocher à ce qu'il a subi, même des manques de chance, mais à un niveau exceptionnel, hein. C'est hors norme, quoi. On voyait bien qu'il y a une force pour le tuer, puis une force pour le sauver, quoi. Oh là là. Voilà. Et ce bouquin, c'est ça. Voilà. Ça s'appelle La Traversée. Ça va bien avec ce qu'il a vécu, quoi. Et pourquoi cette photo? Cette photo, c'est le Costa Rica. Et je l'ai rencontré parce que je lui ai acheté il y a quelques années un séjour au Costa Rica. D'ailleurs, si vous voulez aller au Costa Rica, je vous invite à aller par son biais à lui, parce que vous allez sur Internet, ça s'appelle Costa Rica à la carte. Voilà. Et lui vous organise un séjour dans le Costa Rica, où vous voulez, par rapport à vos envies et les plus profondes, exactement ce que vous voulez, quoi. Et ça a vraiment été bien, quoi. On a vraiment vécu un super trip pendant ces 2 semaines et quelques. Ouais, c'était super. Et pour avoir ses coordonnées ou acheter ce bouquin, si vous voulez, je crois que c'est 14 € et quelques, je crois qu'il y a des frais de transport et tout. Bref, je ne sais pas si ça s'arrangeait, ces frais de transport, mais je mettrai dans le descriptif en dessous un lien pour avoir accès. Je crois que c'est via Facebook, vous m'avez dit, quoi. Voilà, donc Cédric, voilà. Ouais, parce que, donc, moi, voilà, et vu ce qu'il a vécu, ce mec, et bien moi, malgré que je sois au bas du bas, et bien, bah, ça m'a super aidé, quoi. Parce que je me suis dit, mais moi, ce que je vis, ça va, quoi. Cool. Lui, ce qu'il a vécu, mon Dieu. Mais je meurs. Voilà. Donc, si vous êtes dans des grandes souffrances, bah, lisez ce bouquin, vous verrez, ça ira vachement mieux, quoi. Voilà. Super. À lire, franchement, à lire. Ça, c'est fait. Ok. Ensuite, oui, quand j'ai fait ma précédente vidéo, je me suis dit, bon allez, demain je fais la vidéo sur le tunnel est-il un piège? Et voilà, c'est là que je me suis aperçu que mon sujet, je l'ai que effleuré, et que j'aurais été un imbécile de faire une vidéo où j'aurais dit des choses que je n'étais pas sûr. Voilà. Donc je ne l'ai pas fait. Et j'ai toujours un peu travaillé dessus, mais pas beaucoup. Donc j'ai simplement les éléments que j'ai, puis comme ça vous pourrez vous faire un avis, quoi. Parce que ça amène vraiment des questions, quoi. J'ai lu ce livre, comment il s'appelle ce livre d'ailleurs? Je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, le livre sur les NDE, sur les EMI, là, l'expérience de mort imminente, là. La vie après la mort, la vie après la vie, la vie après la mort, je sais plus, bref, c'est sorti en 75-76.
ce bouquin et ils ont ressorti une édition où ils ont rajouté quelques petites choses, dont quelque chose sur le suicide. Et c'est là que c'est intéressant. Voilà. J'ai photocopié 2 pages que je trouve vraiment pertinentes, parce que le suicide, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment des cas particuliers, quoi. Alors, alors déjà, il y a un truc que je savais, mais que là j'ai revu, c'est qu'il n'y a que 15% des personnes qui font une expérience de mort imminente qui se souviennent d'avoir vécu quelque chose. 15%, je trouve ça vraiment très faible. Peut-être qu'on peut ajouter, allez, 10% de personnes qui l'ont vécu, mais qui s'en rappellent plus parce que expérience trop forte et pour se protéger, ils ont mis cette expérience dans une petite case de leur esprit où voilà, ça va pas être nuisible, c'est trop puissant, trop fort. Bon, j'ai du mal à y croire parce que ces expériences sont en règle générale des expériences spirituelles fortes en amour, en choses positives, donc on n'a pas tendance à vouloir les oublier, au contraire, un truc qu'on a envie de revivre, tellement c'était fantastique, jouissif, c'était bien, quoi. Donc ça veut sous-entendre quoi? Bon, admettons qu'il y ait 10% de gens voilà, qui ont oublié. Bon. Il reste 75%, quoi. Mais là, pourquoi ces 75% de personnes n'ont rien vu, se rappellent de rien? Donc ça veut dire quoi? Elles n'ont pas d'âme? Est-il possible que 75% de la population mondiale n'ait pas d'âme? Oh, c'est une question. Vous voyez, c'est ce genre de choses là que... Voilà. Moi, la seule réponse que j'ai par rapport à cette question, c'est que durant toutes ces années de rencontres, surtout au magasin, j'ai rencontré beaucoup de thérapeutes dans tous les domaines. Et bien plusieurs fois, certaines personnes m'ont affirmé que m'ont sorti un peu ce chiffre, 75-80% de la population mondiale n'avait pas d'âme. Point. Bon, moi, je sais j'ai rien un peu bizarre. Je dis ouais, bah, si tu veux, hein, moi, je sais pas moi. Et voilà. Sauf que ça a été pas une personne, pas deux, pas trois, mais quand même un peu plus, qui me disait la même information. Et là, on retrouve ces faits. Là, c'est des faits. Hein. 75% au moins ne vivent pas cette expérience. Voilà. C'est une question. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Si vous avez des idées, je vous en prie, faites-vous plaisir. Ce qui est intéressant aussi dans ce bouquin, c'est qu'on apprend que depuis plus de 2 millénaires, l'humanité, d'après ce qu'on sait évidemment, s'intéresse beaucoup à la vie après la mort. Parce qu'évidemment, les gens qui font des EMI aujourd'hui, il y a 2500 ans, ils en faisaient aussi. Donc, les gens également à l'époque se posaient la question, quoi. Et Platon a été quelqu'un qui a beaucoup étudié la chose. Et tous les gens qui vivent une EMI avec une expérience ont une quinzaine de points. Il y a une quinzaine de points qui sont similaires pour chaque expérience. Le tunnel, le bien-être, le kiff du love, et tout ça, vous voyez. L'être d'énergie. Quand je parle, ça me fait tousser. J'arrête pas de choper la crève sans arrêt à cause de mon système immunitaire qui est défaillant. Le seul moyen de combattre ça, c'est le sport. Beaucoup de marche. Alors, voilà, en gros, la galère. Putain, faut que je boive. Voilà. Et donc une quinzaine de points qui sont similaires du temps de Platon, ou alors du Moyen-Âge, d'autres personnes qui ont étudié les EMI, que aujourd'hui, avec cette étude aux États-Unis, faite par ce monsieur, ce docteur, dans les années 70, les 15 points, on les retrouve. Ils sont similaires. Bon. Mais un truc qui est intéressant, c'est qu'au début du XXe siècle, j'arrive plus à parler. À croire parce qu'aujourd'hui, faire cette vidéo, je suis à l'intérieur, je peux pas aller dehors. Parce que dehors, je sais pas ce qui se passe, plus bas dans la forêt. Ils broient des branches, ils coupent des arbres. Il y a un bordel, c'est terrible. Je dis ok, j'ai attendu, mais ça passait pas. Il m'a fait absolument que je vous fasse la demande pour faire le soin à cette dame. Après, j'ai voulu le faire à l'intérieur. Plus de batterie sur mes micros. Ils étaient restés sur on. Bah non, c'est la première fois que ça arrive. Je dis bon. Du coup, je peux m'occuper dehors, je coupe du petit bois. Et je me dis, tiens, vu qu'aujourd'hui, il y a comme une énergie qui ne veut pas que j'aille faire ma vidéo, je vais mettre mes lunettes. Donc, j'ai des lunettes transparentes, je ne les mets pas toujours. Là, je les mets. Bon, il y a 3 bouts de bois, boum. Il m'a tapé là et redescendu là.
puissant, fort. Je dis, allez vous faire foutre, vous ne m'aurez pas. C'est dingue, c'est fou. Peut-être que je suis parano aussi, attention. Donc, ouais. Donc, au début du XXe siècle, les Européens, les Occidentaux, je veux dire, ont mis la main sur le livre des morts tibétain. Donc, c'est un livre des morts qui parle de la vie après la mort. Un livre extrêmement vieux qui était passé oralement et ensuite qui a été écrit, mais qui a toujours été planqué et secret. Et puis les Occidentaux, les malins, en 1920, comme ça, ils ont réussi à le choper et à le traduire. Et voilà, ce qui est incroyable, c'est que les 15 points pour l'EMI, dans ce bouquin, eh ben, ils en parlent, et c'est la même description. Sauf que ce livre des morts tibétains va expliquer ce qui se passe encore après. Donc eux, ils ont trouvé un process pour décrire ce qui se passe après. Parce que toutes les EMI, au maximum, ça dure 20 minutes. Donc 20 minutes, on arrive à un stade et après, c'est fini, ils reviennent dans leur corps. On ne sait pas ce qui se passe après. Bah eux, oui. Et comme les premières 20 minutes, c'est du copier-coller, on se dit, bah la suite, c'est intéressant, c'est peut-être vrai. Voilà. Et ce bouquin, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu, évidemment. Oui, je ne suis pas du tout au point. C'est ça. Voilà. Le livre des morts tibétains, là à l'envers, Bardot, machin truc. Et je ne l'ai pas encore lu parce que je me suis dit, les Tibétains, je sens qu'ils vont me fatiguer, ça va être dur à lire. Mais je vais le lire, hein, premier, je vous assure, je suis obligé de le lire, je suis curieux, moi je veux savoir. Et d'ailleurs, j'ai un peu feuilleté, il y a des trucs un peu bizarres, un truc plus facile. Voilà, ça c'est pas mal. J'ai acheté de cage, j'ai payé ça 5 euros, super. Ça c'est bien. Donc très intéressant, on va en apprendre plus, parce qu'il est vrai que moi, la quête des informations sur l'après-vie, eh bien je trouve ça passionnant, quoi. Je trouve ça également passionnant, c'est tout ce qui se rapporte à ce qu'on appelle les anges gardiens. Parce que je suis convaincu de les avoir rencontrés, quoi, à la fois dans la vie de tous les jours et dans les songes. Voilà, ouais, c'est passionnant. Ouais. Yes. Bon alors, voilà, on a fait la traversée, on a fait toc, toc. Ok, donc on va y arriver. Parce que je sais, je suis à l'arrache, mais moi je suis comme ça, voilà. J'ai rien préparé là, c'était vraiment. Voilà, je vais vous lire la page et demie qui parle des suicides. Ok, c'est parti. Ces expériences comportaient un caractère commun, celui d'être désagréable. Comme me l'a dit une femme, si vous quittez ce monde avec une âme tourmentée, vous serez une âme tourmentée dans l'autre monde. En résumé, les témoins rapportent que les situations conflictuelles auxquelles ils avaient tenté d'échapper par le suicide trouvaient un prolongement après leur mort. Mais malheureusement avec des complications en plus. Dans leur état de décorporé, ils se voyaient incapables de résoudre leurs problèmes et prenaient également conscience des conséquences funestes engendrées par leurs actes. Un homme que le décès de son épouse avait réduit au désespoir s'était suicidé d'une balle de revolver, était mort des suites de sa blessure et avait pu être ramené à la vie. Il déclare « Je n'ai pu rejoindre ma femme. Je suis allé dans un endroit affreux. J'ai immédiatement mesuré l'erreur que j'avais commise. J'ai pensé combien je regrette d'avoir fait cela. » D'autres qui eurent à subir ce pénible état dans les limbes disent qu'ils avaient eu le sentiment d'être là pour longtemps. Ils payaient ainsi le prix d'un manquement aux règles, en se soustrayant prématurément à ce qui constituait une mission, celle de se conformer à une certaine finalité de la vie. Point. Pareille remarque concorde avec ce qui m'a également été dit par d'autres personnes qui étaient mortes dans d'autres circonstances, mais qui affirment que, durant leur passage dans l'au-delà, elles avaient compris que le suicide est un acte très malencontreux, qui encourt des peines sévères. Là, je commence à halluciner. Point. Un homme qui était mort à la suite d'un accident disait
Pendant que je me trouvais de l'autre côté, j'eus le sentiment que deux choses me seraient totalement interdites. Me tuer ou tuer quelqu'un. Si j'en venais à me suicider, ce serait comme si je refusais le don de Dieu en lui jetant à la face. Tuer quelqu'un d'autre, c'est se mettre en travers du plan que Dieu a conçu pour cet homme. Des intuitions comme celle-là, qui à présent m'ont été communiquées à maintes reprises, reproduisent exactement les sentiments exprimés dans l'argument théologique et moral le plus ancien condamnant le suicide. Oui, parce qu'on retrouve dans beaucoup de religions le fait que se suicider, tu vas en enfer, tu vas là, il ne faut pas. C'est comme si il y avait vraiment un truc, un ordre important que interdit de se suicider, quoi. Moi, ce que je n'arrive pas donc à comprendre quand j'ai lu ça, il y a un truc qui m'a extrêmement dérangé, c'est que comment Dieu, tout puissant, tout amour, tout, vous voyez, super, quoi. Comment il peut nous infliger une peine sévère à quelqu'un qui se suicide? Comment peut-il punir quelqu'un? C'est hallucinant. En plus, un suicidé, c'est quelqu'un qui est dans la peine, qui est perdu, qui est égaré, qui est dans le malheur et la souffrance. Il a besoin d'aide, il n'a pas besoin d'être puni, vous voyez. Voilà, donc là, ça colle pas. Là, il y a une faille, une fracture. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Là, voilà, ça me dérange énormément. Parce qu'en fin de compte, Dieu, le Créateur, souhaite que nous vivions tous notre expérience et on n'a pas le droit de gâcher, arrêter l'expérience de quelqu'un ni sa propre expérience. Donc la question c'est à quoi sert cette expérience à Dieu là? Oui, il y a plein d'histoires que vous allez me raconter, vous allez dire oui, c'est pour enrichir émotionnellement et spirituellement, et puis pour avoir l'information, et ensuite ça remontera vers Dieu, tout ça. Ouais, mais ce qui est incohérent, c'est une peine sévère alors qu'on est totalement dans l'amour, quoi. Tous les gens qui font des OMI sont dans un amour, mais incroyable, quoi. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je me suis arrêté là, et c'est pour ça que je voulais savoir un petit peu ce que les Tibétains pensent de ce qui se passe après. Voilà. Pour essayer de creuser, puis d'avoir un flash, je sais pas, pour essayer de comprendre des choses. Voilà. Que des questions, je n'ai pas beaucoup de réponses, hein. Voilà, ça on l'a fait. Super. Ensuite, ah oui, j'ai vu un truc incroyable à la télé. Je crois que c'est sur la 3, aux infos. Eh ben, il y a un prêtre exorciste qui était invité. Et ce cher prêtre était interviewé, il disait ce qu'il faisait. Et le journaliste lui demande vous faites beaucoup d'exorcistes? Il dit non, la majorité du temps et des cas, c'est des cas de problèmes psychiatriques, hein. Les gens, voilà, c'est ça notre boulot en général, on les envoie là, voilà. Et, mais vous en faites quand même des... Oui, et donc j'en fais en moyenne 2 par an. 2 exorcismes, des réels, des gens possédés par le diable, quoi. Possédés par Satan, quoi, physiquement, quoi. Mais à 1 heure de grande écoute et tout, mais j'ai halluciné. Le mec dit officiellement, oui, Satan existe et possède des gens. Et nous, notre boulot, c'est de les sauver. C'est extraordinaire. Parce que la majorité de la population pense que le diable, c'est du folklore, quoi. Ouais, c'est Hollywood, quoi, c'est les films. Puis une petite partie sont carrément convaincus de son existence et ils vont à l'église de Satan et puis pratiquer tous les rites possibles pour avoir maximum de pouvoir. Mais alors lui, voilà. Donc j'ai trouvé ça génial, officiellement, voilà. Ouais, faites gaffe à vous, quoi. Génial. Du coup, je sais pas si c'est lui ou derrière, je tombe sur une interview encore accurée. Et le mec, il a écrit un bouquin. Et il a pris avec lui un mec en stop, et ils ont parlé du diable. Et c'est tellement intéressant, leur discussion, que il a écrit un bouquin. Et voilà, c'est ça. Petite conversation sur le diable, avec l'abbé Gauthier de Chaillet. Je vous fais voir. Voilà.
Ça, voilà, j'ai presque fini. Heu, Intéressant, parce que là, on a vraiment affaire à un homme d'église, cultivé et tout, et qui a beaucoup travaillé sur, le diable, donc Satan et compagnie, depuis, que l'homme est homme, quoi, depuis que la religion existe, et le mec, il assure bien, quoi. Et puis il montre un petit peu tous les points de l'église par rapport à sa position sur telle chose, je trouve ça pas mal. D'ailleurs, là, bah, hier soir, je lisais encore, et il parlait de que l'église, était contre tout ce qui était, les guérisseurs, quoi. Voilà, les énergéticiens, les machins, les rebouteux, les marabouts en Afrique, tout ça, voilà. Ils sont conscients qu'il y a des résultats, ça fonctionne, les guérisons, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune certitude sur l'énergie qui aide les guérisseurs à soigner la personne. Quand je dis énergie, c'est entité, quoi. Voilà. Est-ce Dieu, est-ce Satan? Ils n'en sont pas convaincus, du coup, ils rejettent. Voilà. C'est pas évident de savoir quand on a une expérience spirituelle avec Satan, ou avec. Parce que Satan, c'est un menteur. Il est là pour nous berner, donc il se fait passer pour. Et il ment tout le temps. Quoi. Tout contrat passé avec lui, c'est un contrat qu'on a perdu d'avance. C'est un mauvais business. C'est comme faire un deal avec un gitan. Je sais à chaque fois la réponse. Je fais plus de deal avec les gitans. On se fait toujours avoir, c'est sûr. Et non, je commence à m'égarer, ça y est, je m'égare. Et donc, j'arrête tout ça. Ouais, le diable, voilà. Et moi, ça a été mon questionnement pendant 8 ans. Mais est-ce que je me connecte aux bonnes énergies, aux bonnes entités pour soigner mes patients? Est-ce que je les guéris, ou je leur nuis? Je sais pas. Je suis pas certain, c'est ça le problème. Et l'Église a le même problème que moi, en fin de compte. Et oui. Donc, à la limite, ouais, je préfère maintenant me connecter. Ouais, je me connecte à quoi? Aux grands êtres, au Seigneur suprême. Super. Je suis pas convaincu que maintenant. Euh, Puis à la source, et ouais, à l'univers, ouais, après c'est vague, alors je sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la pratique du Reiki, il se connecte à des démons, c'est certain. Voilà. Faites jamais un soin avec quelqu'un qui pratique le Reiki, là où vous êtes, vous faites avoir, vous faites hameçonner, et vraiment, c'est pas bon du tout. Ça se développe à fond le Reiki, ça craint. Et tout craint. Voilà, donc bah, j'ai parlé de ce bouquin, super. Je suis très bouquin en ce moment, je lis beaucoup. Voilà, toc toc toc. Reiki, voilà. Ok, ensuite, ouais, ouais, c'est drôle, c'est qu'en ce moment, c'est vrai que toutes les énergies négatives ont tendance à exploser, vous voyez, à grandir. Le Reiki, les guerres, euh, l'exploitation de la planète, le non-respect de la planète surtout, quoi. C'est déant, quoi. Le non-respect des gens aussi, de l'humanité, quoi. L'appauvrissement, la surexploitation, le mensonge, on est en plein dedans, et ça explose, je le vois de partout. Regardez les agriculteurs, euh, les pauvres, ils me font peine, putain, j'ai peine pour eux. Ils vont se faire bananer, c'est sûr. On voit le schéma global au niveau du monde, c'est que, bah là ça se décide, il faut être aveugle pour pas voir, c'est que les pays occidentaux, en tout cas l'Europe, ne veut plus cultiver sur ces terres, ne veut plus à la limite polluer ces terres, parce qu'il n'y a pas à tortiller du cul. L'agriculture moderne pollue les terres, les tue, puis les nappes d'eau aussi. Donc ne voulant plus financer l'agriculture, parce que l'agriculture est obligée de la financer, sinon ils n'arrivent pas à vendre. Tellement ils sont chers, évidemment, ils font de la qualité. Donc voilà, donc là, ils financent plus les agriculteurs disparaissent. Voilà, nos champs deviennent autre chose. Voilà, des choses clean, il n'y a plus de produits, tout ça, super, peut-être plus de forêts, plus de. Et par contre, on va raser entièrement comme ça l'Amérique du Sud pour faire l'élevage intensif, et puis aussi la culture de tout ce qu'on a besoin en céréales, tout ça. Donc on tue l'Amérique du Sud,
nous on dit clean, tous nos polluants, nos plastiques, nos tout ça, bah, on les envoie en Asie, hein. Là-bas ils s'en servent pour cuisiner, on a vu des émissions, ils s'en servent pour cuisiner le tofu, quoi. C'est du délire. On envahit les pays de toutes nos merdes, et par contre chez nous c'est de plus en plus nickel, quoi. Ouais, on a vraiment les façons d'être de propriétaires style châtelain qui s'en fout des autres, et voilà, cette politique elle est carrément horrible. Et voilà, même au niveau des océans, tout ça, cette hypocrisie, tout ça. Oh là là, je sais pas. Ouais. Ouais, on pourrait faire des sujets là-dessus. Moi, les océans, je suis très sensible parce que j'adore mettre un masque quand tu vas, et une paire de palmes, et puis tracer, quoi. Et dans le monde entier, j'ai fait ça, quoi. J'ai eu la chance, vous voyez, de le faire. Et je suis retourné sur des sites plusieurs fois, et j'ai vu les sites se dégrader d'année en année, quoi. Où le corail disparaissait, les poissons, c'est lié au corail, divisé par 10, et catastrophe, quoi. Quand c'est pas les pollutions plastiques et compagnie, quoi. Ouais, bref. Deux petits trucs et j'ai fini. Alors, voilà, oui, j'ai deux projets là, voilà. Alors, le premier projet que j'ai commencé, ça se passe à La Mole. La Mole, c'est un petit village après Cogolin, dans le Var, très vallonné. C'est les stérels, les massifs, mais c'est plein de forêts partout, et tout, c'est super beau. Et là-bas, donc, j'ai une copine qui habitait là-bas et qui a été témoin il y a 10 ans avec des amis sur sa terrasse, avec une vue magnifique jusqu'à 1 kilomètre là, dans le vallon. Et le soir, quand le soleil est en train de descendre, je lui ai expliqué ce truc. Elle arrive à la table, il y a 7-8 personnes à l'extérieur, elle est avec son plat, elle pose juste en face d'elle, bah, il y a la colline un peu plus loin, quoi. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Parce qu'elle regarde dessus, une boule en métal, 2 mètres peut-être de diamètre, et qui monte encore de 100 mètres au-dessus de la colline, et qui part un peu vers eux, mais un petit peu sur la droite, mais comme un boulet de canon, hein, un truc ahurissant, quoi, sans faire de bruit, mais par contre qui fait un déplacement d'air conséquent. Ce qui fait que bah, sur la table, il y a eu une rafale de vent terrible, alors qu'il n'y avait pas un brin de vent, hein. Bah, tout a commencé à s'envoler, et les gens ont tenu la table, ont tenu les plats, les trucs, et se demandaient ce qui se passait, parce qu'ils n'ont pas trop vu, c'est elle qui a vu, c'était en face d'elle. Et voilà. Donc, bah, avec mon fils, tiens, on a tracé là où elle a décrit, quoi. Et là où elle a vu la boule, cette fameuse boule, qui dégageait pas de lumière, et bah, c'est devant une masse rocheuse sur la colline. C'est que des arbres. Mais là, il y a une zone, c'est que des rochers. Elle l'a vu là. Donc, il y a deux solutions. Soit la boule venait d'en bas, parce qu'il y a quelques villas à droite à gauche, venait d'en bas et montait, ou soit elle venait de sortir de la masse rocheuse, donc de la colline, une base secrète, waouh, et après monter. Donc on ne sait pas. On n'a pas la scène d'avant. Donc je me suis dit, on va aller voir sur place, on va examiner, on va mettre une caméra infrarouge, détection de mouvement, et c'est arrivé il y a 10 ans, mais je sais que quand il se passe quelque chose avec des ovnis ou des choses comme ça, c'est un phénomène récurrent. S'il y a une zone où que ça se passe, ça repassera encore. Pas demain, pas après-demain, mais vous voyez. Voilà, donc je voulais faire ma petite expédition là-bas, installer cette caméra, et puis aller passer 1 heure ou deux, explorer la zone, baguette de sourcier, machin truc, voilà, et, voir un peu. Donc, je suis arrivé au pied de cette colline, et au pied de cette colline, et ben, la route est finie. Et là, il y a un gros portail énorme, et bah, je sais pas, on dirait comme une ferme, il y a une maison, puis il y a 2-3 serres, 2 grandes serres, il n'y a personne, je vois personne. Le portail est super costaud, en alu, comme un truc officiel bizarre, quoi. Et en effet, ouais, il y a un panneau, le gouvernement investit ici. Je suis retourné pour voir ce qui était marqué exactement, parce que je ne suis même pas descendu de voiture, j'ai regardé, je dis bon, on ne peut pas passer par là, on ne peut pas rentrer chez les gens, quoi. Et là-bas, pas de réseau. C'est une zone blanche, ce qui est très rare quand même par chez nous. Il y en a, mais là c'en est une. Je dis bah tiens, ok, d'accord. Zone blanche. Et donc la bourse est partie soit de cette zone où le gouvernement investit, ouais, soit c'est parti euh, de la colline
il y a de cette masse rocheuse là, il y a peut-être quelque chose derrière. Ok, ça marche. Et donc, on se barre de là, puis on s'aperçoit qu'en passant par un grand détour, il y a un barrage derrière, c'est le barrage de la Verne, de mémoire, ça s'appelle, et, on se gare. Et je m'aperçois qu'en passant à pied, après, bien sûr, donc c'est une expédition par le barrage, et on rejoint cette colline. C'est cette colline, en fin de compte, cette colline est collée au barrage. Et on peut avoir accès au machin sans passer chez les gens. Ah, j'aimerais faire ça. Ça me prend une journée, mais c'est pas grave. Et chose. Non, une chose qu'il faut savoir, c'est souvent quand il y a des observations d'OVNI, en tout cas par chez moi, tout ce que moi j'ai vu en tout cas dans ma vie, et il y a l'eau qui est à côté. Quoi. Il y a une rivière, il y a un lac, il y a quelque chose, il y a de l'eau. Comme s'il y avait une corrélation entre OVNI et eau. Voilà. Moi, c'est des faits, ça s'arrête là. Et putain, mais j'hallucine. Le lac est juste collé à la colline, là où il y a cette boule, encore de l'eau à côté d'une observation. Ah, c'était intéressant. Ça confirmerait donc le témoignage, quoi. Ok, donc je vais faire ça là très prochainement. Sauf que je peux pas y aller déposer ma caméra, c'était le 15 jours, 3 semaines, parce qu'avant je veux aller faire une autre expédition, et là on va au col de Vence. Le col de Vence, c'est un col où beaucoup de vous connaissent, j'imagine, où depuis très longtemps, il se passe des choses incroyables. C'est comme s'il y avait un vortex, c'est à 1000 mètres, au-dessus de Nice, hein, dans l'arrière-pays. C'est à 1000 mètres d'altitude, et là-bas, il y a beaucoup d'observations d'OVNI, et beaucoup d'observations de phénomènes au sol, soit de boules de lumière, soit des pierres qui volent. Je m'explique. Les pierres, les gens reçoivent des pierres, soit sur leur véhicule, soit sur eux. Mais c'est très très improbable dans le sens que il y en a qui vont être bombardés sur la voiture, les gens vont ramasser les pierres, c'est des pierres communes, mais il n'y aura pas de traces sur la voiture. Vous recevez une pierre, mais cette pierre vous fera pas mal, mais vous allez quand même la recevoir. Et souvent, quand il y a des jets de pierre, il y a l'observation de venir. Beaucoup de triangles, là-bas, c'est vraiment les triangles. Voilà, les triangles avec les 3 points lumineux. Et voilà. Alors, il y a une corrélation, vraiment, on dirait, entre ces phénomènes au sol, ces pierres incroyables, qui volent parfois des grosses, et ces observations. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que il y a une connexion avec les gens qui observent. D'ailleurs, les groupes qui vont là-bas pour faire de l'observation de nuit, par exemple, ils ont toujours quelqu'un avec eux qui a tendance à les attirer. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui attirent les phénomènes paranormaux. Vous voyez, et donc voilà, c'est important d'en avoir un. Alors, moi, à chaque fois que j'ai essayé de faire des expériences, à chaque coup, ça a marché du premier coup. Alors, je me dis, avec mon fils, on va prendre le camping-car. J'ai lu un bouquin donc, sur le col de Vence, là, écrit par des passionnés des années 90, qui ont écrit ça sous forme de roman. Donc, je vais aller à Saint-Barnabé, c'est un petit hameau, je sais où c'est, il y a un parking, tout ça. Il y a eu plein d'observations là-bas. Il s'est passé des trucs incroyables. Et voilà, donc on va aller passer une nuit là-bas pour observer, en espérant qu'il se passe des choses. Donc je vous dirai, moi je ne sais pas à l'avance. Ça serait vraiment du bol, hein. Je serais content. Ou alors rien. Et puis voilà. Et sinon, revenir à l'OVNI de la boule de la Mole, figurez-vous qu'il y a 8 ans, je vais chez un collègue, et ce monsieur, je lui pose la question, je ne sais pas pourquoi, est-ce que tu as déjà vu un OVNI, tout ça. Alors lui c'est un chasseur. Il dit ouais. Donc il m'explique, en allant à la chasse, à 6h du mat, il fait encore nuit, c'était l'hiver et tout ça. Eh bien, il a vu une boule en métal, peut-être 2 ou 3 mètres de diamètre, je sais pas, sans lumière, hein, je sais plus si je parlais de lumière, enfin bref, passer au-dessus des arbres, à une vitesse dingue et tout. Bon, 8 ans plus tard, ou 6 ans plus tard, il y a une semaine, il est venu chez moi avec sa femme manger. Et donc, directement à l'apéro, j'attaque, et je lui dis, tiens, est-ce que tu pourrais me raconter ton histoire par rapport à ton ovni que tu as vu? Et ben là, il n'y a plus de boule, dis donc. Il n'y avait plus d'armes, il n'y avait plus rien. J'ai halluciné.
C'était une lumière au loin, très puissante, et qui éclairait le ciel. Qui éclairait le ciel. Et, oh bah c'est un peu comme les boîtes de nuit ici, la nuit qui font les lasers dans le ciel. Ah ouais, ça dure combien de temps? Bah bureau, 10 minutes. Ah, je dis ok, d'accord. Ça c'est tout dit ça. Je dis ouais. Je me dis, il faut vraiment de ma gueule. Donc j'ai rien dit. Sinon j'allais m'embrouiller, ça sert à rien. Et donc je me suis dit, mais pourquoi ils mentent? Pourquoi les gens mentent comme ça à pour se vanter d'avoir vu un OVNI, un truc incroyable? Oh, je suis vert. Après, moi j'en arrive à douter de tout le monde, quoi. Oui. Donc l'autre à la moule, là, avec sa boule. Voilà, je sais plus. C'est dingue. Ils sont cons ces gens, quoi. J'ai lucide. Attends, un autre, une fois. C'était pendant le Covid. Ouais, le Covid. Alors, en plein pendant le Covid, repas de famille. Et il y en a un, c'est bon, une famille un peu éloignée. Euh, il est gendarme à la retraite. Il vient de perdre sa mère et de l'enterrer. Ok. Et il nous balance à table il vient de toucher 4000 € parce qu'il a déclaré officiellement, un papier à remplir, que sa mère est morte du Covid. Bon, je ne sais plus, il nous a dit où il fallait y aller, il avait fait. Ah bon, mais moi l'information, elle me semblait tellement énorme que j'étais dingue, j'étais vert, j'ai sans déconner, parce qu'à l'époque, on était tous parano, là, anti-vaccin et tout, là, c'était à fond. Et le gouvernement qui nous mentait et qui voulait des morts partout, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de morts en fin de compte. Donc maintenant, ah ouais, il faisait parler les morts en disant qu'ils sont morts. Oh, les salauds, les pourris. Voilà. Moi, je commençais déjà à m'exciter. Mais, euh, mais ouais, moi, j'aime bien essayer de vérifier quand même les informations quand je peux. Donc, je le rappelle, le mec, une semaine après. Je dis, bon, tu peux me confirmer ce que tu m'as dit à table et tout. Et il me dit, hein, mais moi, j'ai jamais dit ça. N'importe quoi. Oh là 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 là. Je dis un gendarme en plus. Mais pourquoi ils mentent comme ça, les gens? Oh, je l'aurais tué. Putain. Alors, j'ai rien dit, j'ai passé le cap. Mais le problème après, c'est que je me dis, mais attends, c'est moi qui dis l'air complet, quoi. Les gens, je crois qu'ils me disent des choses, mais... Sauf que non, il y avait d'autres témoins, quoi. Ma femme, heureusement, et mon fils, et même d'autres personnes. J'ai demandé, quoi, pour me rassurer, pour me confirmer, non, non, il a bien dit ça. Ah, merci. Parce qu'à un moment donné, après, je me dis, putain, je deviens complètement zinzin, quoi. Voilà. Les gens, les gens. Voilà. Mais les faux témoignages, ah ouais, moi, ça me rend fou. Ça me. Je sais pas, je comprends pas. Puis ça nuit, en plus, au fait. Au sujet, quoi. C'est n'importe quoi. Comment tu peux me mentir? Ah, bien. Ouais, c'est fait. Bon, bah, j'ai fini. Super. Bah ouais, 42 minutes, il était temps. Ouais, j'ai tout dit ce que je voulais dire, vous voyez. Donc, ouais, c'est bien. On est pas mal. Bon, voilà, j'ai posé quand même pas mal de questions, hein, et si vous avez des réponses, n'hésitez pas. Et surtout, hein, mais, mais je suis gland, quoi. Je crois que je suis gland. J'espère que vous m'avez écouté jusqu'à la fin. Je vais remarquer dans le descriptif le nom, prénom et date de naissance de la dame que vous devez aider. Je ne vous l'ai pas dit, je crois. Oh, je suis à l'ouest. Oh, pardon. Donc voilà, cette dame s'appelle Christelle Gaudin. Gaudin. Donc Christelle, C-H-R-I-S-T-E-2-L-E, Gaudin, Gaudin, Christelle Gaudin. Elle est née le 5 janvier 1973. Le 5 janvier 1973. Avec ces deux informations, vous demandez la connexion à Christelle Gaudin, née le machin, hop, et voilà, vous la visionnez devant vous. Vous l'imaginez, comme ça, vous avez son visage devant vous, là. Peu importe qu'elle soit allongée, elle est là. Mettez les mains ainsi, et allez-y, faites ce que vous voulez, faites comme vous le sentez, laissez-vous guider, avec l'amour, ok? Voilà, faites ça. J'avais pas dit. Et voilà, et je croise les doigts, j'espère que tout va bien se passer. Bien, merci pour tout, et puis à la prochaine, hein, c'est cool. Et puis, petit message, si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit. Allez, faites les soins s'il vous plaît, ça marche. Allez, bye bye, gros bisous.